Il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Pierre Serin. Il est porte-parole des écologistes du pays de Saint-Brieuc. Il nous a rejoint au micro de la matinale pour parler de politique et d'écologie ce matin. C'est important, l'écologie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci, oui. Bienvenue ici. Voilà, vous allez parler... On est bienvenue. Voilà, et c'est la première fois que vous venez à Bretagne 5. Mais je crois savoir que dans une autre vie, vous avez fait beaucoup de radio. Donc voilà. C'est juste pas Saint-Brieuc. Voilà, là on fait le petit clin d'œil entre confrères. Nous allons donc parler d'écologie, disais-je ce matin, avec le plan du gouvernement, le fameux plan Barnier qui revient au goût du jour, qui va être présenté, des mesures pour l'écologie, pour l'environnement, j'allais dire enfin. Enfin, c'est-à-dire que ça fait depuis 2023 qu'on attend que tout ça rentre dans les faits et ça arrive à un moment où on est, nous, extrêmement inquiets sur ces questions-là, puisque régulièrement, on a des nouvelles bonnes raisons d'attendre et de repousser, de dire que c'est bien joli votre petit truc, mais va falloir attendre quand même, on va s'occuper d'abord des choses sérieuses, l'économie, et quand on aura le temps, on verra. Ça continue, et avec tout ce qui se passe avec Poutine, Trump, etc., je suis pas persuadé qu'on soit pas déjà en train de chercher des bonnes raisons de encore repousser, encore attendre, encore faire autre chose. Et il y a urgence, puisque les experts le disent, depuis plusieurs années, on mesure évidemment les progressions des courbes de température, et entre 1971 et 2000, par rapport à ces relevés-là, eh bien, depuis, on a pris pratiquement 4 degrés de plus à cette saison-ci, quelque chose de grave. Alors évidemment, là, il s'agit de mesures de température, il ne s'agit pas de la température globale, parce que là, je pense que ce serait catastrophique. Est-ce que finalement, les dirigeants, les responsables politiques prennent la mesure, prennent le tempo de la rapidité de la dégradation du climat? Non. Non, c'est très simple, clairement pas. On a l'impression que l'environnement, que l'écologie, c'est quelque chose d'accessoire, de secondaire. Plus le problème monte, plus les degrés montent, plus le dérèglement climatique s'accélère, moins on voit les choses évoluer. Il y a rien. C'est assez pathétique. Il y a toujours, comme je le disais, des très bonnes raisons de repousser. Toujours. Pour l'instant, l'idée, c'est d'essayer de gagner des sous. Tant pis, il faut qu'on continue comme ça. Si, votre truc, c'est bien, c'est important, mais pas maintenant, les gars. On va s'occuper des choses sérieuses. Et pourtant, il y a une attente. On voit d'ailleurs les jeunes générations qui s'emparent. Elles sont les premières concernées, évidemment, mais elles s'emparent de ce qui se passe, de ce réchauffement climatique. Elles ont envie, ces jeunes générations, que cela change. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui remettre aussi au goût du jour une écologie peut-être plus, j'allais dire, pas violente, c'est pas le terme, enfin, s'insérer plus dans toutes les rouages de la société pour pouvoir apporter finalement de l'eau au moulin, pouvoir expliquer que si on continue, eh bien, ça va pas bien se passer. À propos d'eau et de moulin, vous savez, quand les fameuses retenues d'eau ont été controversées et pour lesquelles il y a eu des manifestations, on s'est fait traiter d'éco-terroristes, d'éco-terroristes par le ministre, Darmanin. Donc, dès qu'on dit quelque chose, on nous pousse en nous présentant comme les extrêmes, comme des gens pas raisonnables. Je ne sais pas qui est vraiment raisonnable dans cette histoire, effectivement. Donc, c'est peut-être les débordements qu'il y a eu en marge de ces luttes. Bien sûr. Mais du coup, traiter tous les protestants d'éco-terroristes, il y a peut-être des raccourcis quand même assez extraordinaires dans cette histoire. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui ne va pas, et quand on se permet de protester, attention, l'écologie, c'est pas que protester, c'est surtout proposer. Donc il y a les moments où c'est visible, où on proteste, où on s'exprime, et puis il y a surtout tout le boulot qui est fait partout en permanence pour essayer de faire évoluer dans le bon sens, enfin, plus exactement, quitter cette direction droit vers le mur. On essaye de pousser pour dévier, on essaye de pousser pour ralentir, on essaye de pousser pour faire autre chose. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de... On essaye d'être constructif, on essaye de faire progresser, de faire évoluer. Pas du tout, on est dans l'évolution, pas la révolution. L'idée, c'est pas tout casser du tout. L'idée, c'est de construire autre chose, de faire autrement. On n'est pas que dans le non, on est beaucoup dans la proposition.
Voilà, faire évoluer les mentalités. Et les dossiers ne manquent pas. On parle évidemment de l'eau, on parle des algues vertes ici en baie de Saint-Brieuc, problème toujours récurrent. On parle des déchets, on parle de la gestion des déchets, on parle aussi d'agriculture. Ce sont des sujets sensibles. C'est facile aujourd'hui, la question est peut-être un peu plus personnelle, c'est facile aujourd'hui de militer pour l'écologie? C'est plutôt difficile de ne pas le faire. On ne peut pas ne pas, nous écologistes, continuer et être de plus en plus motivés, malheureusement pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes, parce que ça augmente de plus en plus. On n'arrive pas à se décourager, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tous les sujets que vous évoquiez tout de suite, là, tout est lié. On parle en fait du vivant. D'accord. On est sur le vivant, qu'on parle des déchets, qu'on parle de l'agriculture, qu'on parle, etc. On est dans le vivant. Et le vivant, ça se respecte, ça se comprend, et on n'impose rien au vivant, on ne force rien, on ne prélève pas plus de ressources qu'il y en a, etc. Ça paraît des évidences. Le problème, c'est, je ne sais pas qui est responsable ou pas responsable politiquement, mais nous, on trouve qu'il serait responsable de s'occuper de ça. Et puis, il y a la santé aussi. On le voit, les gens aujourd'hui sont très préoccupés par la santé. Par l'alimentation, ça nous ramène aussi, par exemple, à la culture bio. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas se payer parce qu'on est dans une, je vous vois sourire, mais on est dans une crise économique évidemment. Comment faire là aussi pour faire évoluer les mentalités, et peut-être pour aider les plus précaires qui ont du mal à bien se nourrir. Ils ont droit aussi à avoir accès à la bonne nourriture finalement. Non, je souris parce que c'est une très bonne question et ce qu'il y a de bien sur Bretagne 5, c'est qu'on a un petit peu le temps de s'exprimer et de développer, parce que trouver une formule en 15 secondes pour répondre, je peux pas. J'ai un exemple. J'aime toujours bien illustrer les propos. J'étais, avant d'être à Saint-Brieuc, j'étais sur Nantes, et sur Nantes, en 2004, je crois, j'ai créé là-bas la première AMAP. La première AMAP de Nantes. Ça date un peu maintenant, il y en a partout et c'est super. L'AMAP, c'est l'aide au maintien de l'agriculture paysanne. Plus concrètement, ça veut dire un ensemble de citoyens d'une ville signe un contrat avec un agriculteur bio directement et lui achète à l'avance. Par exemple, ensuite on décline comme on veut. Par exemple, 6 mois de légumes, toutes les semaines, l'agriculteur nous amènera 5 légumes différents pendant 6 mois. On le paye à l'avance. Les intérêts d'un système comme ça, l'agriculteur, il a 6 mois de trésorerie d'avance. Nous, on lui demande de faire du bio, sinon on n'en veut pas, et de nous fournir ça. Lui, il a 6 mois d'avance. Et tous les autres agriculteurs, ils sont en permanence à faire des emprunts et à se mettre dans le rouge, à se faire un peu saigner par le crédit qu'on va appeler patate, qu'on va citer, etc. Il y a tout ce système-là. Avec un système comme ça, nous, citoyens d'une ville, on a des légumes d'excellente qualité pendant 6 mois, garantis, directement depuis l'agriculteur bio jusque chez nous. Coût de l'opération, si j'achète la même chose au marché ou encore pire au supermarché, ça me coûte... Et là, tout d'un coup, ça devient plus valable. Donc, il n'y a pas que le coût lui-même du produit bio que vous trouvez en supermarché à côté du produit chimique. Parce que ce qui n'est pas bio est chimique. À un moment, il faut le dire. Donc, on peut avoir la meilleure alimentation, la plus saine, à prix réduit, directement en s'organisant. Je veux dire, c'est pas si simple que de juste comparer le prix. Il faut voir tout un système, toute une façon de se réorganiser pour pouvoir avoir le meilleur, le plus sain, pour un prix inférieur à du chimique. Voilà, réorganiser finalement les filières, la distribution, avec quand même la toute puissance de la grande distribution qui n'a pas envie de voir partir ses parts de marché. Bien sûr, c'est une compétition pour eux. Quand on a lancé cette première AMAP à Nantes en 2004, tout le monde s'en foutait. Enfin, je veux dire, ça causait pas de problème. Jusqu'à ce que l'agriculteur concerné
explique à tous ses voisins, c'était au Leroux-Bottereau, dans la campagne, pas très loin de Nantes, à tous ses voisins qui étaient dans le productivisme, hein, qui essayaient de survivre à faire pousser de la mâche en quantité, et tous les matins, l'angoisse de savoir s'ils allaient la vendre ou pas. Lui, c'était vendu 6 mois à l'avance. Il avait seulement 3 hectares. 3 hectares. Et 3 hectares, il vivait bien, il était heureux. Et voilà, tous ses voisins qui avaient 2, 3, 4 fois plus étaient endettés jusqu'au cou et s'en sortaient jamais. Et ça a commencé à gangréner de son côté. Il y a des voisins qui, au début, se foutaient de sa gueule. Ensuite, qui commençaient à rigoler, mais quand ils voyaient que lui, ça allait bien, ils essayaient de comprendre quand même. Et puis, voilà. Et puis, un deuxième s'est lancé dans le bio. Une autre AMAP a bossé avec lui, etc. Et donc, ça, c'était côté agriculteur. Côté ville, quand notre AMAP, pour pouvoir fonctionner, il y avait besoin de 40 personnes minimum pour que ça tienne la route. Bon. Et d'un maximum de 70 personnes. Parce que sinon, lui, il ne pouvait pas suivre. Voilà, il fallait pouvoir être rentable quand même. Exactement. En tout cas, dans le travail. Trouver l'équilibre. C'est ensemble, c'est lui qui avait calculé ça, on était d'accord, voilà. Et le problème, c'était pas d'avoir 40 personnes. C'était de faire une liste d'attente parce qu'on avait tout de suite 70 personnes et qu'il y en avait plein qui attendaient derrière. Le bouche à oreille a fonctionné, finalement. Du coup, une autre AMAP s'est créée. Un autre agriculteur bio a réussi à s'organiser avec ça et à vivre de ça. Et une autre. Nantes est devenue, depuis, la ville de France où il y a le plus d'AMAP. Donc, comme quoi, quand on veut changer finalement le système, changer le regard, faire le premier pas, ça peut fonctionner. Bien sûr. C'est toute une organisation. Tout est lié. C'est-à-dire que là, on parle d'agriculture. J'imagine qu'on parlera tôt ou tard d'algues vertes. C'est lié, évidemment. Agriculture, production industrielle, élevage industriel plus exactement, qui provoque les nitrates, qui provoque les algues vertes. Et c'est pas en mettant plus de tracteurs sur les plages qu'on résoudra le problème. Il faut prendre le problème à la source. Clairement, clairement. Il y a un écologiste, un eurodéputé belge qui avait cette formule: il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. On est absolument là-dedans. Notre magnifique député, Monsieur Cosson, lui, il propose tout ce qu'il a trouvé comme idée, c'est rajouter des tracteurs pour pouvoir enlever les algues vertes. Bon, si on essaie de comprendre pourquoi il y a des algues vertes plutôt, ça c'est fait, on sait pourquoi il y en a. Maintenant, attaquons-nous à la source. Et ça, il n'en est pas question. On va continuer à parler évidemment d'écologie parce que c'est très important, mais l'écologie ça va un petit peu plus loin aujourd'hui. On est sur la posture politique, on peut le dire comme ça. Comment faire avancer, là aussi on parlait du plan Barnier, mais comment faire avancer l'écologie politique? Alors souvent on dit oui, les écologistes ils nous obligent à faire des choses, ils sont pas gentils, etc. Et pourtant l'écologie progresse peu à peu. Alors là aux côtés évidemment de LFI ou du Parti socialiste au sein du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est facile d'exister aujourd'hui politiquement quand, pour un mouvement comme Europe Écologie Les Verts, alors les écologistes maintenant, est-ce que c'est facile de faire passer des idées, de faire entendre ces idées au niveau politique? Je crois que dans la NUPES en particulier, et même au-delà, je pense, la notion d'écologie est devenue partie de tous les programmes, de tous les partis. Il n'y a pas plus écologiste que à peu près n'importe quel parti, si on écoute tout le monde. C'est une partie du problème. Alors là, faut aussi faire attention, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est écologiste qu'on ne fait que de l'écologie. Nous écologistes, on s'est lancé dans la politique pour faire de la politique en général, pas que de l'écologie. Est-ce que le Parti socialiste fait que du social? Est-ce que, etc. Donc nous, on est écologiste, ça c'est la base, c'est ce qui a provoqué notre engagement. Maintenant, on s'intéresse à tout, on participe à tout, et on a des idées sur tout. J'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, mais au moins on essaye de pas du tout, clairement, être uniquement sur les problèmes écologistes. Voilà, faut repenser aussi la société d'aujourd'hui, sa façon de vivre, sa façon de se déplacer, sa façon d'avoir des relations à l'autre. Il faut tout inclure. On peut pas se traiter un seul problème. Ça n'a pas de sens. Nous, on bosse sur des choses. En ce moment, on est en train de s'organiser sur les prochaines municipales. On est exactement à 1 an des prochaines municipales. Alors j'allais y venir, mais vous me devancez, mais vous avez raison. Puisque tout est dans tout réciproquement. Donc,
dans toutes les communes de France. À noter d'ailleurs qu'aux dernières municipales, il y a 5 ans, le nombre d'élus écologistes et de maires écologistes a littéralement explosé. Et je crois que depuis 5 ans de mandat, au début c'était juste caricatural, ils étaient nuls, ils faisaient que des trucs affreux, etc. Ah bon, ben apparemment, au bout de 5 ans, là, on commence à se dire que c'est pas mal du tout ce qu'ils font et que tout le monde se dit qu'ils vont peut-être continuer comme ça. Il y a donc et ils font pas que de l'écologie quand ils sont maires. Ils s'occupent de tout. À Saint-Brieuc, on a un maire qui n'est pas écologiste, mais qui est dans la mouvance, un ensemble de partis et d'associations qui constituent la mairie de Saint-Brieuc. Lui, il s'est fait agresser au couteau, il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire que les problèmes de sécurité, c'est pas réservé à la droite ou l'extrême droite. Alors justement, vous me tendez un peu la perche là encore. Aujourd'hui, on a une grande préoccupation au niveau des Françaises, des Français, des Bretons, des Bretonnes évidemment. C'est la sécurité. On entend beaucoup parler avec Rennes et un problème de trafic de stupéfiants à Nantes. Vous faisiez référence à Nantes tout à l'heure, mais c'est également le cas à Brest ou encore même à Saint-Brieuc avec ce trafic de stupéfiants qui gagne finalement les villes moyennes et les élus qui sont, j'allais dire, en première ligne pour essayer de faire respecter bien la sécurité dans leur ville, c'est pas toujours évident. Et comment faire respecter la sécurité en ayant des méthodes, alors peut-être moins coercitives, ça dépend des partis finalement politiques. On imagine que les méthodes sont peut-être plus coercitives si on parle du Rassemblement national que des écologistes, par exemple. Bah écoutez, c'est combiner ce qui est l'essence de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire la notion d'état de droit, faire que les lois soient appliquées, que les règlements soient appliqués, et contrairement à ce qu'on voudrait faire dire des gens de gauche, des écolos, etc., c'est oui, on laisse faire, on s'en fout. Oui, on les traite de laxistes un petit peu. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces inventions? Enfin, absolument pas. Nous, on veut que les lois soient respectées, qu'on puisse vivre ensemble, qu'on n'ait pas peur les uns des autres, etc. Et il y a des tas de lois qui sont faites pour ça. Le problème, c'est maintenant, il faut les faire appliquer. Il y a aussi, évidemment, la notion du nombre de policiers. On n'est pas contre le fait d'en avoir, au contraire, mais avec plutôt une approche en amont, à la racine, essayer de détecter les problèmes avant qu'ils ne se posent, plutôt que se contenter de ramasser tout le monde une fois que la bêtise ou le crime ou etc. est fait et mettre tout le monde en tôle. Essayer de voir les choses plus globalement, plus en amont. Avec quand même une société qui devient assez violente, on le voit aujourd'hui, y compris dans les propos. Alors, si on allait sur les réseaux sociaux, là aussi, c'est pas forcément parole d'évangile, mais on voit quand même la dureté des propos. Vous faisiez allusion tout à l'heure à cette agression du maire de Saint-Brieuc il y a quelques mois. On a eu un élu il y a quelques jours à Saintré, près de Rennes, qui a été agressé aussi. Et là, bon, on a parlé d'agression politique, même s'il demeure voilà une petite nébulosité. C'est qui l'a agressé finalement? C'est peut-être pas forcément un groupuscule d'extrême droite, mais enfin voilà, il y a eu un élu d'agressé quand même. Oui. C'est ça pour cet élu à Saintré. Je ne connais pas l'histoire, j'y étais pas, j'en sais rien. Restons sur le principe que quelqu'un qui est élu doit être respecté en tant qu'élu. C'est très très simple comme vue. Là, on parle d'extrême droitisation des esprits dans le sens où réglé par la violence, quoi. On n'est pas d'accord, alors on tape. Bon, nous on prône plutôt d'autres méthodes. Là, on est clairement sur, on va évoluer vers un autre sujet, j'imagine, mais on est dans une trumpisation des méthodes. C'est-à-dire plutôt casser tout ce qu'il y a autour pour faire passer son petit avantage personnel. Nous, on n'est pas là-dedans. Ça vous inquiète justement cette extrême droitisation de la société, le terme vous l'avez employé, en gros pour faire simple, la montée de partis comme le Rassemblement national ou comme Reconquête? Oui, ça m'inquiète énormément, ça inquiète tout le monde énormément. Alors moi j'ai une petite théorie, là c'est pas le porte-parole, c'est moi.
Je me demande si, in fine, chez nous, le fait que des Trump, essentiellement, Milei en Argentine, Orban, etc., fonctionnent, ne font pas qu'on va se rendre compte peut-être que ce qu'ils font, en fait, mais c'est juste totalement catastrophique, aberrant. Voilà, nous, on le dit, on ne nous croit pas. Maintenant, Trump est aux manettes, il est en train de faire ce qu'il avait dit. Et j'espère que des Bretons, des Français vont commencer à se dire c'est bien ça qu'on veut chez nous peut-être pas, non? Voilà, donc j'ai espoir que, malheureusement pour les Américains, ils en prennent plein la tête de façon qu'on a peine à imaginer ici. Mais si ça pouvait au moins servir à ce que nous, ici, des tas de gens qui votent pour des extrêmes se rendent compte que c'est ça qui va se passer si on vote pour ces gens-là. Voilà, si ça peut aider à ça, il y aura une toute petite compensation, j'allais dire, malheureusement pour les Américains. Alors, sans dévoiler votre vie privée, c'est pas forcément ce que l'on fait au micro de Bretagne 5. Vous avez, j'allais dire, une relation forte aux États-Unis. Votre épouse est américaine, hein, je le dis si vous me le permettez. Et effectivement, vous connaissez bien le pays, vous y allez souvent. Qu'est-ce qui a changé aux États-Unis? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu cette bascule, cette envie de tourner la page Biden et de revenir à Trump? Parce qu'il a quand même était déjà président des États-Unis, avec un Trump beaucoup plus, on va dire un Trump qui s'est durci, qui a choisi d'être un rouleau compresseur, d'y aller franchement. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est long sujet, hein, faut bien l'attaquer par un bout. Pour moi, il a été élu dans un premier temps, mais il avait des garde-fous. C'est-à-dire, il y avait toute l'administration, il y avait toute la justice, etc., qui était en place et qui servait de garde-fou. C'est-à-dire, il sortait des énormités, puis il y avait des gens autour qui disaient « mais non, tais-toi », enfin bon. Et tous ces gens-là, maintenant, il les a virés. Donc, on a le pire du pire. On a vraiment le pire du pire. Maintenant, alors là, effectivement, les États-Unis, je connais un peu, hein, je vais pas écrire de bouquin dessus, mais enfin, j'y ai vécu, j'ai eu une boîte franco-américaine pendant des années, j'y suis allé des dizaines de fois, etc. J'ai quand même un petit point de vue là-dessus. Pour moi, il y a deux choses, deux énormes défauts chez les Américains, hein, je les aime beaucoup, mais quand même. L'individualisme. C'est un pays qui a été totalement basé sur l'individualisme. Réussir, c'est réussir seul, c'est écraser les autres. Voilà, là on arrive à une poussée très extrême de cette mentalité-là. Deuxième chose absolument pathétique aux États-Unis, c'est le manque d'éducation, le manque de culture, l'acculturation, etc. Il y a quand même 12 millions de personnes aux États-Unis qui sont platistes, qui pensent que la Terre est plate. Qu'on retrouve d'ailleurs au gré des réseaux sociaux. Et on voit tout ce que ça peut amener comme raisonnement autour de ça, quoi, quand on part sur... Et on se dit, mais comment ils en sont arrivés là, quoi? C'est la formule... alors c'est apocryphe, c'est Einstein l'a dit, mais c'est pas de lui. Mais bon, c'était les États-Unis, c'est le seul pays qui soit passé directement du primitif à la décadence sans passer par la civilisation. Ah, la formule est vache. Très très vache. Oui. Il y a quand même un peu de ça, quoi. C'est fou, là. On est dans discuter un tout petit peu de fond sur des histoires de philo, de politique, de sociologie, etc. avec des Américains. C'est difficile, quoi. Pour pas dire impossible avec un très très grand nombre d'entre eux. C'est fou. On a un niveau là-bas d'acculturation. Voilà. Et du coup, voilà, ces gens-là votent. Et voilà. Donc, la démocratie, comme disait Churchill, étant la pire des politiques, à l'exception de toutes les autres, voilà, il y a des revers à la démocratie. Et Trump l'a bien compris finalement, hein. On a bien vu qu'il avait compris qu'il pouvait mener l'opinion. Je n'ai pas volontairement parlé de manipulation, mais finalement c'est un petit peu ce qui se passe. On le voit aussi avec Elon Musk, hein, qui est à côté, qui lui se penche sur les nouvelles technologies. On en dira un petit mot à la fin de l'interview, mais il se trouve quand même que ces idées font florès et se répandent aujourd'hui dans différents pays européens. Vous faisiez allusion de bout des lèvres à Orban,
tout à l'heure, mais on voit cette montée du populisme, et alors ces bruits de guerre désormais, avec ce traité de paix que veut Donald Trump avec Donald Poutine, voilà, lapsus révélateur, avec Vladimir Poutine. Voilà ce traité de paix qui là aussi, tenez, ça va nous ramener finalement à l'environnement, l'exploitation des terres rares en Ukraine, mais aussi les forages aux États-Unis. On a entendu Trump dire on va forer. J'imagine que, alors les États-Unis sortent à nouveau des accords de Paris. J'imagine que là aussi, votre fibre environnementale a vibré et peut-être étiez-vous en colère. Ah là, on est dans le pire du pire. On est dans le pire des cauchemars. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer de pire que ce scénario là-bas. Oui, on se plaint en France et on a raison. Je veux dire, on est très très loin de choses qui nous semblent cohérentes et suffisantes. Mais là-bas, c'est fou, absolument fou. Ça dépasse la raison. Je suis pas du tout optimiste. Et quand on dit que oui, ok, il y a 4 ans à tenir, et puis après, bon, mais le problème, c'est que notre ami Trump, il a les 2 chambres, il a tout pouvoir. Donc, si jamais il voulait, par exemple, changer n'importe quelle loi lui permettant de continuer despote à vie, ben, tout ça va être voté directement et sans discussion. Il est le dictateur potentiel. Faut le savoir. Enfin, pour qui ne l'aurait pas compris, je pense que malheureusement c'est déjà assez clair pour tout le monde. Un conquérant qui veut ajouter un État aux États-Unis avec le Canada. Bon, je crois que le nouveau Premier ministre canadien lui a répondu assez fermement hier soir. Il y a le Groenland, il y a également le golfe du Mexique qu'il veut rebaptiser. On a l'impression quand même j'allais dire presque un enfant, mais qui joue avec un jeu dangereux. C'est exactement ça, oui. C'est vraiment un niveau, oui, on peut parler d'enfant, même pas d'ado, quoi. Enfin, c'est vraiment pathétique. Et quand le jouet est cassé, il se met à crier jusqu'à ce qu'on lui en amène un neuf. Enfin, c'est d'un niveau, mais c'est inimaginable, quoi. Inimaginable. On l'a vu avec le président ukrainien Zelensky lui faire la leçon en quelque sorte en lui disant voilà, c'est nous qui avons les cartes, vous n'avez rien. On a quand même le sentiment là aussi d'une conquête de dire vous allez avoir la paix, mais c'est nous qui allons commander, c'est nous les États-Unis, puis évidemment la Russie qui va commander. Oui, c'est vraiment ça. Je suis pas du tout optimiste avec tous ces gens-là. Le sursaut qui se passe, c'est que l'Europe est enfin en train de se dire qu'il faut se désaméricaniser et essayer de s'entendre. L'Europe s'est bâtie depuis des siècles et des millénaires sur des guéguerres entre nous et des atrocités. Et depuis qu'il y a l'Union européenne, bizarrement, il n'y a plus de guerre. C'est la première fois de toute l'histoire de notre coin du monde là qu'il y a plus de guerre. Donc maintenant, il faudrait peut-être essayer d'aller encore plus loin, aller au-delà, construire de plus en plus ensemble pour pouvoir accessoirement se défendre et surtout vivre mieux. L'Europe est absolument la solution et je dirais la seule. C'est pas forcément glorieux, mais si on n'est pas foutu de s'entendre entre nous et de bosser entre nous beaucoup plus, là il y a concurrence. On n'est pas bien. L'Europe devient adulte tout à coup, elle prend conscience que bien il faut exister. Jusque-là, on faisait un petit peu de politique, un petit peu de diplomatie, mais là, voilà, on rentre dans le dur, si vous me permettez le terme. L'ennemi de l'Europe, c'est les nationalismes. Donc on retourne dans les politiques nationales. Le repli sur soi, c'est impossible. Il faut qu'on continue à s'entendre, il faut qu'on continue à s'entraider, à se soutenir et oui, à bosser et vivre ensemble. Un dernier mot, il nous reste une petite minute, donc ça va aller très vite. On parlait de Donald Trump, on a évoqué un petit peu Elon Musk. C'est aussi les nouvelles technologies, la mainmise sur les nouvelles technologies. On pense à l'IA, très consommatrice d'ailleurs en ressources et en électricité, en particulier en eau. Il faut bien refroidir les data centers. C'est aussi la manipulation des masses, ça peut être quelque chose de très dangereux. On est dans l'irresponsabilité et la déresponsabilisation. Surtout ne pas penser, ne pas réfléchir, consommer, et nous on vous amène tout ça, quoi. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Pierre Surin, alors j'ai mis nouveau porte-parole, vous avez été élu pas très longtemps porte-parole des écologistes du pays de Saint-Brieuc. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, à tantôt.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.